On est à une seconde de s'endormir et t'as un bon de livraison qui passe et tu dis « Oh, je l'ai oublié !» On n'arrive pas à couper. Seul dans la prise de décision, mais accompagné sur tout le reste. Et t'as mon père qui rentre, tout le monde était en euphorie, et dit « Ah, tout ça pour du chocolat ?» Et en fait, il a raison. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast Murmure. Aujourd'hui, nous allons parler charge mentale avec Abdelkarim Imaloui, fondateur de Bouenots, l'entreprise de la pâte à tartiner la meilleure du monde, et jusqu'alors coordinateur des déterminés à Rouen. Merci Abdelkarim d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et pour l'honneur. Merci beaucoup. Et si on commençait directement en te demandant de te présenter, qui es-tu ? Eh ben, très simplement, je suis Abdelkarim Imaloui, entrepreneur de longue date. J'ai connu beaucoup d'échecs, j'ai eu de belles réussites aussi. Et comme tu l'as dit, je suis le fondateur de la marque Bouenots, une pâte à tartiner sans gluten, sans colorant, sans huile de palme. Et j'ai aussi à cœur d'accompagner pas mal d'entrepreneurs avec différentes structures comme les déterminés ou autres. Merci. Il y a plusieurs mois maintenant, comme tu le dis, tu as lancé Bouenots. Donc ton entreprise de pâte à tartiner. Est-ce que tu peux revenir sur l'histoire de ton entreprise et peut-être s'il y a des liaisons avec tes anciennes entreprises, avec les déterminés? On veut vraiment tout savoir. Bien sûr. Alors l'histoire commence il y a très longtemps. C'était en fin de compte quand je venais d'arriver en France. Je ne savais pas parler français. Et le destin a fait que j'arrivais en même temps que celui qui va devenir mon coéquipier dans Bouenots, Ali. Arrivé la même semaine, et comme ni moi ni lui nous ne parlions français, l'éducation scolaire nous a mis dans la même classe. Et donc on a appris à parler le langage des signes pour se comprendre moi et lui. Et on a fait nos études ensemble, on s'est suivis, parce qu'on avait cette difficulté de français et d'autres difficultés qui nous étaient communes parce qu'on habitait dans le même immeuble, en fait ça nous a vraiment soudés. Et on a avancé ensemble jusqu'au bac, où on s'est perdu de vue. Ali, de son côté, avait entrepris dans le bâtiment. Pour un Turc, ça fait cliché. Et moi, j'ai eu mille et une aventures. J'ai travaillé au marché. J'ai commencé avec à partir en mécanique. Ça ne me plaisait pas. Je suis revenu en élec. Je me cherchais encore. Là où Ali s'était trouvé très facilement, moi, je me cherchais encore. Et arrivé en 2016-2017, j'avais un poste de responsable projet dans une grande entreprise. J'avais ce côté en fait où j'étais libre, mais en même temps sécurisant. Et en 2018, il y a eu un gros changement managérial. Et là, je n'avais plus cette liberté. Et je commençais à comprendre en fait que j'étais fait pour être libre et faire mes choix moi-même. Et Ali m'avait appelé après que j'ai quitté l'entreprise, pour me proposer de créer une pâte à tartiner. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Ali, on l'appelait l'écureuil parce que sur les cours de récré, il mangeait toujours des noisettes. Je ne savais pas pourquoi. Et pourquoi les noisettes? Pourquoi Ali? Mais en fait, c'est parce qu'il est né dans le village de la noisette. Et une noisette très spécifique, très sucrée. Et sa grand-mère faisait des pâtes à tartiner exceptionnelles. Et donc, quand Ali me propose, moi j'avais une plateforme qui s'appelait Nearby, où j'utilisais les plateformes, les boucheries, pardonnez-moi, les boucheries halal. Et j'étais ni plus ni moins le Uber Eats de toutes les boucheries halal. Vous commandiez, j'allais dans votre boucherie, je prenais la viande et je vous la livrais à la maison. Et on faisait faillite. Et c'est à ce moment-là qu'Ali me passe un coup de fil, il me dit « Oui, on s'est perdu de vue, comment ça va ?» Et je lui raconte un petit peu mes déboires. Et il me dit « Est-ce que ça te dit de lancer une pâte à tartiner? J'ai des entreprises de production, je sais où sourcer les matières premières, j'ai des cousins qui ont des liens avec les entreprises de production. Est-ce que ça te dit ?» Et moi, pour faire un trait d'union, je dis « Écoute, je m'occupe déjà de mes steaks, je m'occuperai de tes noisettes après. Mais juste laisse-moi en finir avec Nearby. » On avait avec Nearby déjà prospecté plus de 150 clients qu'on avait signés. On commençait à avoir du flux et c'est à ce moment-là, en fin de compte, que notre partenaire de livraison nous avait lâchés. Et en tentant d'aller chercher un autre partenaire de livraison, on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas du tout rentable en termes de coûts logistiques. Tu as travaillé avec un autre ? J'ai
Comment ça? C'était pas rentable de travailler avec un autre? C'était pas du tout rentable. Pour te la faire courte, grosso modo, on avait 1 euro du kilomètre avec notre partenaire de livraison avec lequel on travaillait. Et quand on a recherché, c'était 6 fois plus, c'était 6 euros du kilomètre. Donc tout notre modèle s'est écroulé, on a pu se relever, mais on a beaucoup appris. On a appris à aller faire de la prospection terrain, on a appris que l'approche par rapport aux clients était super importante parce qu'au départ, j'approchais le client en leur disant hey, « ça vous dit d'avoir une présence sur Internet ?» Je parle à des bouchers qui ont un certain âge, qui ne sont pas vraiment sensibilisés au numérique. Et les 40 premiers que j'ai été voir m'ont dit non. Et donc, ça m'a permis, en fin de compte, ces noms-là m'ont permis de prendre un pas de recul et de me dire comment est-ce que je peux les approcher autrement. Eh bien, l'approche qui a été validée et qui a fait que j'ai pu les convertir ensuite, c'est les amis, je fais le travail, moi de mon côté numérique, vous n'avez pas à changer votre corps de métier, vous avez juste à préparer des commandes que vous allez recevoir. Et vous ne payez que si ça fonctionne, puisque c'était sur la commission. Les 40 qui m'ont dit non au premier, m'ont dit oui ensuite. Et c'est là que j'ai appris que le discours commercial devait plus être en direction du client plutôt que pour me faire plaisir, à me dire je donne une présence numérique au commerce de proximité. T'écouter en fait la demande de tes clients pour y répondre au mieux. Exactement. Plutôt que de vouloir... on dit que c'est important de créer un besoin, mais là au final tu t'es rendu compte que c'était même pas un besoin, c'était vraiment une offre qui n'avait pas forcément de demande ou de besoin. Exactement. En fait, le commerce de proximité était vraiment mis à mal juste après le Covid. Donc, il fallait leur donner une autre manière de pouvoir vendre et il fallait aussi donner la possibilité aux consommateurs en fait, d'avoir un autre accès au commerce de proximité. Et donc, en fait, il fallait être factuel avec le boucher. Sur 100 000 euros, on est capable de vous importer 20 000 euros par mois. Est-ce que ça vous dit? Vous n'avez qu'à préparer vos commandes. Et aux clients, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre boucher, vous n'avez plus à vérifier les certifications halal. Nous, ce qu'on va faire, c'est que tout ce travail-là, on vous le mâche. Vous avez juste à commander, restez chez vous, on s'occupe de tout. Et donc, on a vraiment changé toute notre approche. Et du coup, donc là, ça t'a permis de sauver Nearby? Alors, non, Nearby n'a pas été sauvé. Ça, c'était pour le lancement, en fin de compte, sur les 3 premiers mois. C'est comment est-ce qu'on a appris à signer nos 150 clients qui, au départ, sur les 40, nous disaient non. Et est-ce que ces clients, du coup, est-ce que toi, ça t'a appris pour Buenots Bien sûr. À construire ton discours commercial? Est-ce que ces clients que tu avais signés à ce moment-là t'ont servi aussi, au-delà de ton servi, mais pas juste t'ont appris, mais t'ont aidé même dans le lancement, parce qu'on parle de boucher. Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'ils distribuent aujourd'hui du Buenots, mais qu'est-ce que ça a joué et à quel moment tu t'es dit « Ouais Ali, au final, vas-y, je suis chaud de faire des noisettes ». Alors, le déclic, en fin de compte, quand je raccroche au téléphone avec Ali et 2 semaines après, je tombe sur un article d'une pâte à tartiner algérienne à la noisette, qui est interdite en France et les gens se l'arrachent, mais à coût de 50, 60, 70 euros. Tout pour se la trouver malgré tout. Exactement. Là, je comprends en fait qu'il y a une frustration qui est forte et que Ali pouvait m'aider en fin de compte à répondre à cette frustration-là avec un produit qui correspondait en fait à ce que la plupart des gens cherchaient. Donc je l'ai appelé, j'ai regardé mes finances, je me suis dit, ouais, ça te 100 balles, on va pas aller loin. Je demande à Ali combien il a, il me dit, moi j'en ai 800. Je dis, bon ok, donc ça nous fait 1006. Je lui dis, écoute, avec tout le bagage entrepreneurial que j'ai, je sais que si on ne le fait pas tout de suite et de manière très rapide, on ne le fera jamais. Donc on se challenge, on prend des billets. Ali a aussi un restaurant sur les quais et pareil, hein, c'est très très difficile pour le commerce de proximité en ville, à Rouen en ce moment de tenir. Et donc il m'a dit écoute, moi ça m'intéresse de lancer autre chose. Je peux mettre les 800 euros que j'ai sur mon compte. Moi je te fais confiance, on y va. Et du coup à ce moment-là vous vous sentez comment même psychologiquement, parce que vous avez, tu dis que Ali a un commerce lui en parallèle qui ne va pas forcément super bien. Toi, au-delà de, tu as utilisé le terme d'échec tout à l'heure, mais du coup tu sortais un petit peu d'échec. Tu te sens comment à ce moment-là? Tous les deux vous vous dites, malgré qu'on n'a pas forcément les thunes, et on se lance, on le fait. Est-ce que vous êtes en mode on n'a rien à perdre, ou est-ce que c'est the last one et
on voit ce que ça donne? Je pense un milieu des deux. On sait que ça va être dur, mais comme je l'ai dit, moi comme lui, on est des entrepreneurs. On sait que partir d'une feuille blanche, ça ne nous fait pas peur. Pour Nearby, je suis parti d'une feuille blanche, j'étais pas du tout du milieu, j'ai appris à coder, j'ai appris à faire le commercial avec aussi mon expérience de marché au préalable. J'ai appris à créer une logistique viable jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Donc, en fait, tous ces acquis-là, on va s'appuyer dessus. Ali a une bonne communication, lui, il sait sourcer des fournisseurs, il sait acheter, revendre aussi. Il a déjà des fournisseurs aussi en Turquie. Exactement. Il avait un bon réseau, pareil sur le packaging, etc. Et on se dit, allez, on prend nos billets, on y va. Et Ali me dit, mais comment est-ce qu'on va payer notre fournisseur? Je lui dis, écoute, c'est pas grave. On a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est la niaque. Et surtout, nous, on doit appuyer nos arguments pour qu'ils nous fassent un délai de paiement de 2 mois. Mais quand on arrive en Turquie, donc le cousin nous reçoit, nous emmène chez le fournisseur. On met 48 heures à trouver la bonne recette, le bon équilibre, etc. Avec 48 heures 48 heures. C'est super court. C'est court. Bonne Note, c'est né en 48 heures. Bonne Note, c'est né en 48 heures. Et même l'étiquette a été faite en 1 heure. Donc, et on trouve, au bout de la 22e recette, on trouve exactement l'équilibre qu'on voulait. Et moi, à ce moment-là, je pose une question au producteur. Je dis, est-ce qu'on peut faire sans gluten? Moi, j'ai un petit neveu qui est allergique au gluten. Et donc, je me disais, si je fais un truc pour les enfants, si je ne l'intègre pas, c'est que je n'ai pas compris le sens de ma mission. Et à ce moment-là, je me rends compte que, en fait, on ne crée pas une pâte à tartiner, on va venir corriger une petite injustice. Et là, ça m'anime vraiment. Et là, je me dis, bon, voilà, j'ai mon pourquoi. J'ai le pourquoi qui va faire que je vais amener cette entreprise très très loin. Et pour reprendre sur le fil de l'histoire, on fait la recette en 48 heures, je fais une étiquette, mais vraiment, je fais le petit bonhomme, on part de ma tête avec un sourire, et vraiment, on s'est amusé avec Ali. Et on balance l'étiquette, le gars produit, il dit, bah, maintenant, il faut me payer. Alors, on le regarde un petit peu en souriant, on lui explique un petit peu la situation, et on lui fait la promesse que d'ici à 2 mois, top chrono, jour pour jour, il aura l'argent. Il faut juste qu'il nous fasse confiance. Et il accepte. Et donc, on arrive en France, la palette arrive 2 semaines après, Ali prend le produit, il me dit, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur ton étiquette. Après réflexion, après... les allergènes pas que. Il manque aussi. On avait les allergènes, il fallait les mettre en gras, etc. Il y a toute une codification autour de l'étiquette, mais il manquait surtout le code barre pour pouvoir vendre des produits. Et on ne savait pas du tout comment faire. Mais du coup, attends, parce qu'à ce moment-là, vous avez reçu la palette. Ouais, sans code barre. Sans code barre. Oui. Vous vous sentez comment? Parce que vous vous dites que votre fournisseur, vous allez le payer grâce à ce que vous allez vendre sur cette palette. Tu te sens comment à ce moment-là? Bah, c'est là que c'est important d'avoir des bouchées. C'est là que c'est important d'avoir en fait, l'expérience qu'on a eue sur le terrain avec les marchés. Parce que la plupart des produits qui se vendent sur les marchés ou même en boucherie parfois n'ont pas de code barre. Et donc on avait 3 solutions. Les commerces de proximité que je connaissais, avec qui j'avais créé un lien, les marchés. Et Ali a une excellente idée, il me dit « Ouais, mais on devrait faire le salon de la franchise à Paris, en plus c'est dans la tendance des produits. » Donc je dis « Ok, vas-y, on y va, on le fait. » On met notre argent sur le salon de la franchise, on y va. Et on se dit « Almorgen, c'est à 50 €, bah, on va se mettre en middle, on va se mettre à 25. On va en prendre 200 parce qu'on ne pensait très honnêtement pas vendre 200 produits. Et on y va. À 9h, on installe. À 9h45, les gens étaient en train de se battre pour acheter nos produits. Et là, je me dis oui, la frustration, elle est vraiment puissante. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Donc, on arrive à vendre quand même 200 pots en 45 minutes. Wow. C'est immense. Et à 25 €. Chose que moi-même, je n'aurais pas acheté. Et donc, je me dis, bah, ça a sa place en grande distribution. Il faut absolument qu'on les approche. Alors, j'avais 2 moyens de rentrer en grande distribution. Le premier, faire... Attends, du coup, là, tu avais vendu tout. Il y avait combien de produits sur ta palette? 200, il y en avait 576, il m'en restait 200. Ok. À peu près. Et donc, j'en avais distribué pas mal à mes commerces de proximité, mais je n'avais pas fait les marchés parce que je n'ai pas réussi à trouver de place.
Ok. Et qu'il fallait quelque chose de Donc, tu avais fait permanent les salons pour de être dans le marché. franchise, les commerces de boucheries. proximité, Ouais, avec lesquels justement tu avais construit un exactement, lien auparavant. tout à fait. Ok. Et là, vous avez pu payer votre fournisseur On a pu payer notre fournisseur et lancer une autre production, du coup, et je lancer suppose, avec Code Barre. Exactement. Donc alors, quand on arrive, on corrige nos erreurs sur sur l'étiquette, on balance la production, on reçoit, et moi avec un grand sourire, je me présente dans un commerce de proximité pas loin de là où habitent mes parents. Je leur dis, ça vous dit de référencer un produit génial, on le vend jusqu'à 25 €, etc. Mais la tendance était en baisse. Et la dame, en fin de compte, quand vous voulez faire référencer un produit en grande distribution, vous vous adressez au chef de rayon. Ok. Donc je m'adresse au chef, on me renvoie vers la chef de rayon épicerie de ce commerce. Et dès que j'arrive, en fait, elle me fait comprendre que si ma marque n'est pas connue, ça ne se vendra pas. Chose qui est totalement légitime. Ok. Et donc au moment où je repartais, Donc là, tu te manges un gros nom, quoi. je me mange un gros nom. Et pour moi, c'était OK. Et au moment où je repartais, là où cette dame-là avait une position de supériorité par rapport à moi, elle avait une position d'infériorité par rapport à une cliente qui venait la disputer parce qu'il n'y avait plus de pâte au gluten depuis 2 semaines. Sans gluten, depuis 2 semaines. Et je comprends un truc, ça fait tilt dans ma tête, que la boussole des commerces, ou de tout commerce, je reviens toujours, c'est le client. Et donc, ce que je fais, c'est que j'appelle des amis. Je leur dis, vous allez passer dans ce commerce-là. Et à chaque fois que vous passez en rayon épicerie, vous demandez du Buenots. Alors, au bout du 30e client qui passe, à demander du Buenots, ils commencent à se renseigner. Et ils ont retrouvé mon numéro, on avait fait une page vitrine. Oui, allô, en fin de compte, je pense qu'on a les clients pour votre pâte à tartiner. Ah, ok, génial, je vous amène ça. Et je me rappelle parce que j'ai livré en Fiat 500. il y avait des camions tout autour. C'est incroyable. Ah, c'était cool. Et donc, on commence comme ça et on pensait que la tendance était vraiment descendue, mais pas du tout. En fait, ça a fait un boom. On est devenu top vente au bout d'un mois du rayon épicerie. Et on a communiqué dessus. Quand on faisait des animations, on vendait jusqu'à 100, 150 pots. Et après, de fil en aiguille, on a réussi à structurer petit à petit et à avancer comme ça. Et rentrer dans la grande distribution. Ouais, exactement. Et du coup, aujourd'hui, tes enjeux, en fait, sont totalement différents. La pression, elle est totalement différente parce que je suppose que tu travailles avec... Est-ce que c'est encore toi qui fais toutes les livraisons ou aujourd'hui tu délègues un petit peu ? Je fais encore certaines livraisons, ce matin encore j'en faisais. Ali a quitté l'aventure parce qu'en fin de compte, son entreprise de bâtiment a repris. Okay. Et donc il m'a dit, écoute, comme c'est toi qui es à 100% dessus, je te laisse. Vas-y, fonce. Et du coup, je suis tout seul. Ok. Ouais, donc tu as toute l'équipe de Buenots en face de toi. Mais non, il n'y a pas de chat GPT. C'est mon bras droit, c'est même le patron. C'est même le patron. C'est lui qui me paye. J'ai pas encore de salaire, mais ça va arriver. Mais du coup, j'en étais à où ? Oui, je fais quelques livraisons, mais j'apprends aussi à déléguer parce qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Par exemple, sur une partie du commercial, maintenant, j'ai 2 commerciaux qui font le tour et qui sont en freelance. Okay. Et sur une partie de la logistique, j'utilise pas mal des AT, notamment les AT de Bernay, qui fait les préparations de commandes, les envois et le suivi administratif que je déteste. Donc tu t'es entouré d'une belle équipe et en soi, est-ce que tu te considères seul dans Buenots ? Non. Même si après c'est toi qui gères quand même cette charge, c'est pas des employés, c'est des partenaires, exact. Mais qui ne sont pas Buenots, donc tu es un peu tout seul. C'est vrai. Au quotidien, est-ce que c'est pas un peu lourd ? Parce que l'avantage de... Quand tu t'associes, tu divises un petit peu cette charge en deux. La charge. Là, le jour où Ali vient te dit « Bon, en vrai, tu gères bien. Le BTP, pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux. Je te laisse gérer à 100%. » Est-ce que tu es heureux ou tu te sens un petit peu stressé ? Tu te dis « Mais attends, enfin, là, c'est quand même gros, surtout qu'on a fait grossir très rapidement la boîte. » Tu te sens comment à ce moment-là ? Mitigé. Vraiment mitigé. D'un côté, je me dis, parce que quand on a un cofondateur, souvent les prises de décision sont un peu plus lentes. D'un côté, je me dis, les prises de décision vont aller plus vite. Mais de l'autre côté, c'est vraiment une force d'avoir un collaborateur, un coéquipier qui tient la route et qui prend certaines tâches comme l'administratif que moi je déteste.
Et donc je dis, mais non, mais attends, mais que Je tu crois qu'il quittes ou que déteste tu ne vraiment quittes pas, tu vas toujours bosser. De ouf, c'est vraiment une plaie pour moi. Et donc je dis, mais attends, que tu quittes ou que tu ne quittes pas, tu vas quand même me faire mon administratif. Il dit, ouais, je pourrais te donner des coups de main de temps en temps. Mais en fait, après, il faut être aussi OK. Il doit penser à gagner sa croûte. Moi, j'avais plus de. J'étais plus large pour pouvoir, en fin de compte, travailler à 100% sans pouvoir me verser de salaire. Et donc, d'un côté, j'étais triste. Même j'avais peur, il faut dire les mots. Mais de l'autre côté, je sais que si j'ai besoin de lui, il sera toujours là. Donc, tu avais peur de ce qui t'attendait Est-ce que tu avais peur que ça grossisse encore plus et que tu te retrouves vraiment seul du coup? Ou tu avais peur que ça chute et que ça soit un nouvel échec? J'ai pas ça de crainte parce que je suis bien entouré. Je grandis, et comme j'accompagne aussi au quotidien des entrepreneurs, je grandis avec eux et surtout c'est un écosystème entrepreneurial qui me porte aujourd'hui. Je n'estime pas être seul. En réalité, tout à l'heure on en parlait, j'ai un jeu pluriel. Et dans le jeu que j'ai, il y a les ESAT aussi qui souscrivent à l'histoire. Il y a les responsables d'épicerie qui racontent l'histoire aux clients, qui eux-mêmes sont maintenant devenus des clients, qui parlent du produit. En fait, Buenots aujourd'hui est porté par tout un écosystème de partenaires. Donc seul dans la prise de décision, mais accompagné sur tout le reste. Et tu parlais, je rebondis sur ce que tu viens de dire, tu as parlé du fait que tu accompagnais des entrepreneurs. Donc, tu es toi-même entrepreneur. Exact. Et tu nous dis qu'il y a certains moments où tu as peur. Comment, quand toi, tu es face à un entrepreneur qui dit « Abdel, j'ai peur », qu'est-ce que tu lui réponds? C'est normal. D'accord, ok. On est deux. Merci pour ce conseil. Non, je lui réponds qu'on est deux, c'est normal. Et la seule manière d'éloigner la peur de soi, c'est de passer à l'action. C'est d'avoir en fait de l'information concrète. Tu la connais, ma phrase, c'est que je l'attendais. Le terrain ne ment jamais. Et le terrain, la connexion au terrain, en fin de compte, dans la force de l'action, en fait, on oublie toutes nos peurs. Parce qu'on avance quelque part. Et il n'y a pas de meilleure information que celle que donne le terrain. Et donc moi, je les pousse vraiment à aller sur le terrain, à faire le premier bain, à prendre la température de l'eau pour ensuite taper dedans. Mais souvent, en fait, l'entrepreneur a peur du 0-1, passer à l'action, que ça devienne concret. Et moi, j'ai vraiment ce truc où je leur dis, écoutez les amis, c'est maintenant, on le fait. On y va, on passe à l'action. Et vous allez voir que vous allez grandir de ça. Et je l'ai fait, j'ai échoué sur pas mal de boîtes. Mais je sais que tous ces échecs-là, en fin de compte, je les vois même pas comme des difficultés, je les vois comme des panneaux qui dessinent en fait le chemin que tu dois faire. Point. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui aux entrepreneurs que j'accompagne. Et tu le fais bien. Pour le coup, moi, tu m'as accompagnée. Ça a été un honneur. J'ai eu l'honneur de participer à la promotion 59 des déterminés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, que tu nous racontes en toute transparence tes échecs, en nous disant que c'est ce qui t'a construit et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu continues d'avancer. Il y en avait beaucoup dans notre promo qui avaient peur justement d'échouer. Et quand je te voyais, je me disais, mais en fait, j'ai pas peur d'échouer. Et quand je parlais du Fancy Coffee, à chaque fois on me disait, mais t'as pas peur que ça... En fait, que ça se casse la figure, je dis, mais dans tous les cas, si ça se casse la figure, c'est-à-dire que je vais apprendre, je vais voir comment ça se passe et je ferai en sorte de le faire différemment ou de le faire mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que toi, tu m'as appris et que je regarde au quotidien sur ton parcours. J'aime beaucoup voir ce que tu fais parce que tu es très humble, très modeste et pour le coup, tout entrepreneur doit savoir qu'il y aura un moment où il aura une sensation d'échec, où il aura cette sensation de peur dont tu parles. Ça me touche vraiment de t'entendre parler de ça, parce que t'es un petit peu comme un papa entrepreneur pour moi. T'as vraiment cette position, quand je suis arrivée j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, tu étais un petit peu un modèle. Je me dis, waouh, il a plein d'entreprises, il réussit malgré tout, il a le temps de nous expliquer son parcours, de nous accompagner. Je veux trop être comme lui quand je serai grande. Et de t'entendre dire qu'en fait, il y a certains moments où en fait, j'ai eu peur, ces moments, j'ai échoué.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Tu te dis, mais en fait, je veux faire pareil, du coup, moi aussi, je veux échouer. Et non, c'est hyper inspirant. Aujourd'hui, tu n'accompagnes plus via les déterminés, mais à ton association, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Qui s'appelle Le Terrain. Je reste toujours déterminé. Hein. Quand on rentre dans l'ADN des déterres, c'est ad vita aeternam. Exactement. C'est comme ça. Exactement. C'est une grande famille qui est nationale. Et j'ai eu la chance de faire le tour de France. Et vraiment, ce que tu viens de dire, moi, je poussais les gens à échouer très vite pour qu'ils puissent apprendre. C'est pour ça que tu nous jetais sur le terrain. Exactement, exactement. Les premières choses que je vous disais, je disais, ok, c'est la théorie et le terrain, il dit quoi? Et en fait, le fait d'aller sur le terrain, des fois ça rassure, des fois ça déçoit. Mais quand, en fait, maintenant avec le recul que j'ai, je sais que la réussite, comme l'échec, ça ne sont que des informations. Ça ne sont pas des objectifs. C'est uniquement l'information de dire que tes actions vont dans le bon sens ou tes actions doivent être corrigées ou amplifiées. Quand j'arrive à signer des magasins, je sais que c'est la bonne action, donc je vais l'amplifier et donc je vais aller vers d'autres magasins avec la même approche. Quand je n'arrive pas à signer un magasin, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon discours, reprendre mon approche et la modifier et réattaquer derrière. C'est tout simplement des informations, il faut le prendre comme tel. Ce n'est pas des finalités. Et c'est avec ça qu'on arrive à avancer. Et quand les déterminés ont eu ce problème de financement sur la région, je me suis dit qu'en fin de compte, on ne pouvait pas laisser cette place vide. Et c'est de là, avec pas mal de sollicitations aussi autour, que j'ai décidé de créer un déterminé bis, une autre impulsion, beaucoup plus terrain encore, avec mon association qui s'appelle Le Terrain. Et je le fais avec des amis qui m'accompagnent, etc. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher ces forces vives qu'on a dans les quartiers, ces forces vives qu'on a même dans les territoires ruraux pour les impulser comme moi on m'a impulsé quand j'ai créé Nearby avec les déterminés. En fait, tu es vraiment un condensé t'es vraiment un pur produit normand en fait maintenant. Totalement. Tu nous as créé une pâte à tartiner normande, tu nous crées une association normande pour continuer d'accompagner. Exact. C'est hyper inspirant. Je convertis au rouanisme, même au normandisme dans toute la France. Il faut voir. C'est vrai que même quand tu proposais tes formations dans les autres villes de France, tu ne parlais que de Rouen. Exactement. Car pour toi, Rouen est la meilleure ville du monde. Du monde. Du monde. Est-ce que tu peux me définir pour toi ce qu'est la charge mentale et comment toi tu la vis ? Ok, alors pour moi, la charge mentale, c'est ces milliers de petites pensées que vous avez constamment dans la tête. C'est ce fait de toujours vouloir voir en fin de compte ce qui n'est pas encore arrivé. C'est ces réflexions, ces mille petites réflexions sur la stratégie, sur comment faire grandir et qui sont présentes en fait dans la tête même quand la journée est finie ou quand on va s'endormir. Quand on dira, il y a un bon de livraison qui passe, on est à une seconde de s'endormir et tu as un bon de livraison qui passe et tu dis, oh, je l'ai oublié, etc. Et en fait, on n'arrive pas à couper. C'est ça pour moi la définition de la charge mentale. Je comprends. Et du coup, est-ce que toi, il y a un moment où tu arrives vraiment à couper justement, à faire abstraction de cette charge mentale ou à vivre avec ? Pour moi, c'est très dur. Je dirais plus ce que tu as dit en dernier, j'arrive à vivre avec, parce que je donne beaucoup moins d'importance aux choses. J'arrive à me détacher en me disant, je suis en bonne santé, c'est pas grave si l'entreprise a des downs. Et des fois même, je m'autorise le fait de couper pendant 1 heure et de faire une grosse sieste. Parfois, je m'autorise le fait d'aller chez Ayman faire 2 heures de sport et de me défouler. Et c'est vraiment cet équilibre, moi, qui va me permettre de tenir sur le long terme. Parce qu'un projet tient sur son porteur de projet. Et fort heureusement, j'ai l'impression que la génération actuelle prenne beaucoup plus au sérieux la charge mentale que la génération que moi j'ai pu avoir. Allez, on fonce, c'est rien, on y va. Mais non, il faut parfois s'écouter, poser bagage et se dire c'est le moment où on coupe.
J'ai l'impression qu'en t'écoutant, la manière dont toi tu gères ta charge mentale, c'est de la surpasser. Tu dis que tu vas faire 2 heures de séance de sport pour te défouler, mais c'est comme si tu voulais faire plus de bruit que le bruit qu'elle fait, elle. Exactement. Est-ce que tu te dis qu'aujourd'hui, tu arrives vraiment à te dire « ma belle, ça va bien se passer ». Et juste poser les choses plutôt que vouloir faire plus de bruit que... Parce que la charge mentale, c'est comme... Enfin, pour ma part, je le vois vraiment comme un bruit qui est toujours présent ou qui parle toujours à ton côté, tu vois, qui est posé sur ton épaule comme ça. Et qui te piaille. Ah, est-ce que tu as pensé aux factures? Est-ce que tu as pensé au bruit de livraison? Et j'ai l'impression que toi, tu veux juste faire plus de bruit pour pas l'entendre plutôt que de dire t'inquiète, ça va aller. Alors ça, c'est des moments rares, mais quand, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai des vrais problèmes, des grosses problématiques, une charge mentale qui est puissante, ce que je fais, c'est que je retire la prise, je dors. Ok. Vraiment, c'est ça. Et quand je me réveille, je me dis, si j'ai pu dormir, c'est que ça va, en réalité. Je suis d'accord. Le sommeil, c'est plutôt une bonne solution. Ça répare pas mal de choses. Et ça évite ce fameux bruit dont tu parles. Est-ce que tu dors assez? Non. La réalité, c'est que non, mais c'est malheureusement une habitude que j'ai prise. Je dors 4 à 5 heures par nuit. 4 à 5 heures. Ouais, grand max. Sinon, après, j'ai mal au crâne. Mais c'est devenu une habitude. Je ne le souhaitais à personne. En réalité, Redouane, dont on parlait tout à l'heure, m'a suivi à Rennes. Et il m'a dit non, c'est pas une vie. Il est venu, il a hiberné pendant 1 mois. C'est dingue. Okay. Et du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de moment où tu coupes, à part au sport. Sport, j'arrive aussi à profiter des vrais moments en famille. Ça, c'est important. Quand tout à l'heure, je parlais d'entourage, etc. Je raconte toujours une anecdote. C'est quand j'ai réussi à référencer mes produits dans un magasin à côté de la maison de mes parents. Ma mère a acheté des produits et elle les a distribués tout autour. Et pour moi, déjà, c'est quelque chose qui me porte. Tu vois. Et t'as mon père qui rentre, tout le monde est en euphorie, et dit « Ah, tout ça pour du chocolat ?» Et en fait, il a raison. Il repose les choses et en fait, il a éteint tout le bruit qu'il y avait dans ma tête. Et souvent, quand j'ai des difficultés, je me dis « Ouais, ok, tout ça pour du chocolat. » Sans oublier vraiment ce pourquoi je le fais. Ce pourquoi je le fais, c'est d'abord pour corriger une injustice. Mais si j'en crée une envers moi-même, en fait, la mission n'est pas réussie. Donc j'arrive à profiter de mes moments de famille, je me pose. Comme quand je vais vraiment profiter d'un vrai moment avec mes amis ou un moment sport. Si on pouvait terminer sur un conseil que tu donnerais et que tu donnes du coup au quotidien à un entrepreneur pour soit pour ce ne me dis pas s'il te plaît le terrain ne ment jamais, on la connaît. On va trouver autre chose. On va trouver autre chose. Mais pour passer à l'action et pour faire face aussi à cette charge mentale qu'on va supporter en tant qu'entrepreneur au quotidien, qu'est-ce que tu lui dirais? Ce que je pourrais dire, c'est qu'en réalité, quand on est entrepreneur, on part d'idées. On part d'une idée. Et souvent, on veut faire les choses en grand. Souvent, on veut faire de très grandes choses. Mais la réalité de la vie fait qu'il est préférable de faire de petites choses avec grandeur plutôt que de vouloir faire de très très grandes choses. Nous, quand on a été faire notre pâte à tartiner, on n'a pas vu la grande distribution tout de suite. Pas du tout. On a vu nos petits bouchers qui allaient revendre notre pâte à tartiner. Et très honnêtement, si je n'avais pas eu ce déclic de me dire je vais corriger cette injustice du petit-neveu qui ne peut pas partager la pâte à tartiner avec ses cousins, ses frères, ses sœurs, etc., l'aventure aurait duré 2-3 mois. Alors, 2 conseils. 1, trouvez votre pourquoi et le sens de ce que vous faites. 2, faites des petites choses, mais faites-les avec grandeur et faites-les vite. Et c'est pas grave si vous échouez, parce que l'échec n'est qu'une information, c'est pas du tout un point d'arrivée. Et bien s'entourer. Et toujours bien s'entourer. Tu as l'air d'être très très bien entouré en tout cas. Toujours. Mais en tout cas, merci beaucoup vraiment pour ce moment de partage, d'inspiration. Et comment je pourrais terminer en étant à la hauteur de ton éloquence, à part de te remercier, de continuer de m'inspirer de toi, de te garder près de moi, parce qu'on dit qu'il faut rester bien entouré. Et je terminerai du coup en vous remerciant pour votre visionnage et en vous disant à bientôt pour un nouvel épisode.